Avancé. Est-ce que vous m'entendez déjà? Oui, on vous entend. D'accord. Alors, est-ce que vous avez revu le premier TP? Est-ce que vous avez vu la vidéo que j'ai déjà partagée concernant les adresses IP ou bien est-ce que je dois un peu répéter? On l'a trouvé dans la chaîne YouTube. Enfin, Est-ce je parle pour que moi. est-ce que c'est tous qui l'ont vu, qui ont compris? Pourquoi? Parce que c'est très important. Si on ne comprend pas cette partie, on peut pas bien avancer dans le TP. Est-ce que vous voulez que je fasse un bref rappel? Oui, madame. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a vu la dernière fois? Attendez, déjà que je dois partager l'écran. Voilà. Alors, est-ce que vous arrivez à voir la fenêtre de paquet tracer? Oui. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a vu la fois passée? De quoi est composé ce logiciel? Qu'est-ce qu'on peut y faire? Partie logique, physique, mode réel et simulation. Insérer les différents équipements au niveau de l'écran. On a les équipements terminaux, les équipements d'interconnexion, comment insérer les câbles, etc. Donc ça, je ne vais pas le revoir. Alors, la fois passée, on a travaillé sur un tout petit réseau. On a fait un réseau point à point. Donc, c'était relier deux PC entre eux. Donc, on a aussi vu quels sont les types de câbles qu'il faut utiliser. Pour des équipements qui sont de même niveau, on utilise un câble croisé. Contrairement à des équipements qui ne sont pas du même niveau, on utilise un câble droit. Donc, si je reprends la topologie du premier TP, on avait deux équipements reliés entre eux, deux terminaux. Donc, on peut utiliser soit ces PC-là, on peut utiliser ceux-là aussi. Donc, ça donne le même résultat. Voilà. Donc, pour les effacer, je fais ça. Voilà. Alors, maintenant, je vais insérer le câble. Comme j'ai dit la fois passée, on peut insérer le câble soit en le sélectionnant. Donc là, je sais que c'est un câble croisé. Mais si je ne sais pas, j'utilise l'éclair pour qu'il me fournisse le câble le plus adéquat. Tout dépend les équipements que j'utilise. Regardez, si je fais un branchement entre les deux PC qui sont de niveau 7 selon le modèle OSI, ils font donc partie du même niveau. Donc, on utilise un câble croisé. Le câble croisé, c'est cette ligne-là qui est discontinue. Alors, pour pouvoir mettre en place ce réseau-là de manière à ce que les équipements puissent communiquer, je dois attribuer à chaque équipement une identité. Et cette identité-là, c'est l'adresse IP. Donc, une adresse IP, c'est un groupement de 4, c'est 4 groupes de 8 bits. Donc, vous avez 8 bits, point 8 bits, point 8 bits, point 8 bits. Donc, le sens d'une adresse IP, il est en binaire, il n'est pas en décimal. Le décimal, c'est juste convertir ce qui est écrit en binaire en décimal pour pouvoir lire l'adresse IP de manière plus facile. Parce qu'on ne peut pas lire une série de 0 et 1. Donc, ce qu'il faut juste retenir, c'est que la partie décimale, le côté décimal d'une adresse IP n'a pas réellement un sens. Ça va de 8 0 jusqu'à 8 1 pour chaque groupe, donc ça va de 0 à 255. Donc on a une adresse IP, elle peut aller de 4 0 jusqu'à 4 fois 255. On a dit aussi qu'une adresse IP, elle est constituée de deux parties, une partie réseau et une partie machine. Enfin un identifiant réseau et un identifiant machine. L'identifiant réseau, il se situe tout à fait à gauche de l'adresse IP, donc ça sera les bits de poids fort. Et la partie machine, ça sera la partie qui est à droite, donc les bits de poids faible. Donc la taille de cette partie, elle varie selon ce qu'on veut. Par exemple, on peut avoir une partie réseau de 8 bits. Donc on aura les 8 premiers bits consacrés à la partie réseau. Les 3 derniers octets, ils seront pour la partie machine. Donc la partie réseau, c'est un identifiant pour une adresse IP réseau. Donc quand on configure un réseau local comme celui-là, donc on a par exemple celui-là, on aura aussi dans un autre cas plusieurs équipements qui seront reliés entre eux, on le verra par la suite. On doit leur attribuer une adresse réseau, une adresse IP
dans la partie réseau doit être identique. Donc pour que deux PC puissent communiquer, ils doivent déjà être au sein d'un même réseau et reliés de manière physique et aussi appartenir à un réseau logique identique. Donc ils doivent avoir la même partie réseau. Pour la partie machine, elle servira à identifier les machines au sein de ce réseau logique. Donc si la taille de la partie machine est grande, donc on aura plus d'équipements. Si par exemple j'ai les 3 derniers octets qui sont consacrés à la partie machine, je pourrais adresser plusieurs équipements. Je pourrais adresser, je pense, 2 à la puissance 24. Contrairement à une partie machine qui sera égale à 8 bits. Donc si je prends uniquement les 8 bits qui sont à la fin, j'aurai uniquement la possibilité d'adresser 2 à la puissance 8 machines. Donc ça c'est pour les adresses IP pour les machines. Donc on a aussi la première adresse, une adresse réseau, c'est une adresse dont la partie machine elle est égale à 0. Donc pour identifier un réseau de manière logique, on met la partie machine égale à 0. Donc une adresse IP où la partie machine elle est égale à 0, c'est pas une adresse qu'on peut attribuer à une machine. Si on a aussi une partie machine qui est égale à 1, d'un point de vue binaire, c'est-à-dire tous les bits au niveau de la partie machine sont égales à 1, on appelle cette adresse de diffusion. Une adresse de diffusion, c'est une adresse qui permet de communiquer avec tous les PC figurant au sein du même réseau logique. C'est-à-dire que si j'ai plusieurs PC au niveau du LAN qui ont la même adresse réseau, ils ont bien sûr une partie machine qui sera distincte pour pouvoir identifier chacun d'entre eux au sein de ce réseau. Si je veux leur envoyer à tous une donnée, j'utiliserai l'adresse de diffusion. Je mettrai la partie machine à 1, donc je mettrai tous les bits de la partie machine à 1, et si j'envoie ce paquet vers cette adresse de destination, ce sera tous les PC de ce réseau logique qui vont recevoir l'information. Donc une adresse de diffusion, c'est aussi une adresse qu'on ne peut pas attribuer à une machine. Donc comme si j'utilise l'exemple de tout à l'heure, si j'ai une partie machine égale à 8 bits, donc je pourrais adresser 2 à la puissance 8 moins 2. Moins 2, pourquoi? Parce que j'élimine l'adresse où la partie machine elle est égale à 0 et j'élimine l'adresse où la partie machine elle est égale à 1. Donc j'irai de 7 0 avec 1 jusqu'à 7 1 avec 1 0 à la fin. Donc, en décimale, ça va aller de 1 à 254. Donc j'aurai cette plage d'adresse pour pouvoir adresser les machines au sein du réseau. Maintenant, pour pouvoir faire la différence entre la partie réseau et la partie machine, j'utilise une adresse IP assez spécifique qu'on appelle le masque. Donc le masque, c'est un délimiteur pour la partie réseau et pour la partie machine. Donc pour la partie réseau, on mettra des 1, pour la partie machine, on mettra des 0. Dans l'exemple que j'ai cité, par exemple, si j'ai une adresse IP réseau 192.168.1.0, veut dire que la partie machine elle est égale à 192.168.1 et la partie machine, ça sera le dernier octet qui est à droite. Donc une machine, elle pourra avoir comme adresse 192.168.1.1 jusqu'à 192.168.1.254 et l'adresse 192.168.1.255, ça sera l'adresse de diffusion. Et le masque correspondant à cette adresse réseau, ça sera des 1 au niveau de la partie réseau, donc j'aurai 255.255.255.0 pour dire que le dernier octet correspond à la partie machine. Donc jusque-là, est-ce que vous avez compris? Vous pouvez poser vos questions. Est-ce que c'est clair pour qu'on puisse... Non, le masque n'est pas toujours le même parce que tout dépend de la partie réseau, sa taille. Donc si elle a une taille par exemple uniquement de 8 bits, si on a uniquement une partie réseau sur 8 bits, ça sera 255.0.0.0. Vous voyez? Si on a une partie réseau sur 16 bits, on aura 255.255.0.0. On peut avoir aussi par exemple une partie réseau sur, disons, 17 bits. 17 bits, ça va donner 255, ça sera les 8 premiers bits. Après 255, ça sera
le second groupe des 8 bits. Donc on a là 16 bits qui sont en 1. Et on aura aussi un dernier 1. Avec le dernier 1, ça sera point, donc ça sera 255.255.128.0. Donc le 128 ADEC, c'est 1 avec 7 zéros derrière. Donc on convertit ça en décimal, ça donne 128. Vous voyez? Donc le sens d'une adresse IP, d'un masque, d'une adresse réseau, de diffusion, ça prend son sens uniquement en binaire. Donc le décimal, c'est juste transcrire ce qui est en binaire. Pour pouvoir le lire, parce qu'un être humain, on lui facilite plus la tâche en lisant un chiffre en décimal qu'en binaire. C'est tout. Ok? Donc s'il y a aussi des questions. Vous verrez, je pense ça aussi en cours. Mais juste, il faut introduire ça en TP pour qu'on puisse avancer. Donc il y a aussi cette explication au niveau de la première vidéo que je vous ai envoyée, où on explique les adresses IP de manière assez succincte et résumée. Donc vous n'avez pas besoin de connaître beaucoup de détails. L'essentiel, vous savez qu'une adresse IP c'est sur 32 bits, c'est 4 groupes de 8 bits, séparés par des points, constitués d'une partie qui est à gauche qui concerne la partie réseau, une partie à droite qui concerne la partie machine. Partie réseau veut dire que ça concerne un réseau logique spécifique, et pour que deux PC au sein d'un même réseau puissent communiquer, ils doivent avoir la même adresse réseau, c'est-à-dire la même partie réseau. Et la première adresse au niveau de la plage, quand on commence à adresser les machines, elle n'est pas utilisée, c'est l'adresse réseau. Donc win, la partie machine elle est égale à 0, et quand la partie machine elle est égale à 1, c'est une adresse de diffusion. Voilà. Donc, pour comprendre, après on va voir des exemples un peu plus complexes. Donc là, je vous donne des exemples, par exemple, un masque sur 8 bits, sur 16 bits, sur 24 bits. Donc, la conversion, elle est assez simple. On verra par la suite, par exemple, des masques de 17, 18, 19 bits. Et on aura besoin aussi de comprendre ces concepts pour pouvoir mettre en place un adressage et un sous-adressage d'un grand réseau, une interconnexion de plusieurs réseaux locaux. Jusque-là, je pense que ça va. Maintenant, puisque vous avez compris cette notion, donc normalement, vous savez comment identifier ces deux PC. Donc, ils sont au niveau du même réseau, vous remarquez. Même réseau veut dire qu'il n'y a pas entre eux ce qu'on appelle un routeur. Dès qu'il y a un routeur entre deux équipements, là, on a une interconnexion de réseau. Maintenant, on a un PC qui figure dans un réseau local et un autre PC qui figure dans un autre réseau local. Le routeur, il sert à relier deux réseaux entre eux, 3 réseaux entre eux, etc. Un câble comme celui-ci ou là, un commutateur qu'on verra par la suite, il sert à relier des équipements au sein d'un même réseau local. Donc, maintenant, pour pouvoir créer cette communication, je dois d'abord leur donner une identité. Donc ce PC-là, donc, je peux le configurer. Je vais un peu revoir comment on manipule l'onglet. Donc dès que vous cliquez sur un équipement quelconque, vous avez cette fenêtre. Vous avez 5 onglets. Vous avez le premier onglet Physical. Ça permet de voir à peu près à quoi ressemble cet équipement. Le bouton rouge là, c'est pour allumer ou éteindre le terminal. Regardez, là il est allumé parce que c'est allumé en jaune ici. Si je l'éteins, regardez dans la topologie, ça devient rouge. Madame, l'écran est bloqué. Ah bon? Est-ce que c'est le cas de tout le monde? Bon, je pense que c'est un problème. Oui. C'est le cas de tout le monde. Sinon, je vais partager l'écran en entier. C'est ce qui a créé. Quand j'ai partagé la fenêtre, ça a créé un problème. Non, mais il faut partager l'écran. L'écran. Oui. Ok. Oui. Alors, où est-ce qu'on va? Voilà. Sélectionner. Voilà. Alors là, est-ce que vous arrivez à voir? Ça bloque pas? Oui, madame. Très bien. Alors, la fenêtre, elle apparaît quand je clique sur un équipement quelconque. Donc, chaque équipement a
certains attributs, etc. Donc pour les terminaux, généralement, PC, laptop, bon, serveur, il aura un peu plus de config, car on peut par exemple mettre en place allumer des services, par exemple héberger un site web, etc. Ça on le verra par la suite. Pour un PC, vous avez premier onglet Physical ici. Vous voyez à quoi ressemble à peu près cet équipement. Là, il y a le bouton rouge, ça sert à allumer, à éteindre l'équipement. Là, je l'ai allumé, regardez, ça rebascule vers vert. Vert pour dire qu'il y a connectivité. Les deux équipements sont allumés. Il suffit qu'un équipement soit éteint pour que les deux extrémités basculent vers le rouge. Alors, l'éteindre va servir à changer la carte réseau. Regardez, voici la carte réseau, voici le connecteur. Par défaut, c'est un connecteur RJ45, regardez. Je peux l'enlever. Voilà, regardez. Et je peux insérer un autre type de connecteur. Par exemple, là, on a la fibre optique, on a le sans fil. Je l'insère. Pour qu'elle marche, je dois réallumer le PC. Pour l'enlever, je dois l'éteindre et l'enlever. Dans notre cas, on va mettre un câble RJ45. Alors, RJ45, c'est pas là. Il faut juste lire la description. Alors, je pense que c'est... Non, c'est pas ça. Alors, je pense que c'est ça. Voilà. Et là, il faut réallumer. Il faut attendre un peu. Regardez, si on veut aller vers parfois, si on veut aller vers config, quand on allume, il vous met patienter. Je remets le câblage. Voilà. Donc ça, c'est le premier onglet. Le second, ça permet de configurer l'équipement. Donc, on peut changer son nom. On peut basculer vers un mode d'attribution d'adresse, soit statique, soit dynamique, en activant DHCP. On le verra aussi par la suite. Donc ça, c'est l'onglet IPv4 et ça, c'est l'onglet IPv6. Dans le cas où j'utilise un adressage IPv4. Donc IPv4, c'est ce que je vous ai expliqué. C'est les 4 groupes de 8 bits. Donc c'est ça, une adresse IP version 4. Elle est petite. L'adresse IP version 6, c'est une adresse qui est sur, non pas 32 bits, mais sur 128 bits. C'est une adresse qui est plus grande. Donc plus l'adresse elle est grande, plus j'ai un meilleur adressage. Donc j'ai beaucoup plus d'adresses IP disponibles que dans le cas de IPv4. Donc IPv6, c'est une amélioration du protocole IP. Donc au début c'était IP. Quand il a été inventé, il y avait, donc je disais, les adresses elles vont de 4.0 jusqu'à 4.255. Avec l'émergence d'Internet, avec l'émergence des différents types d'équipements, l'apparition de l'Internet des objets, etc. Donc on a énormément d'équipements qui sont connectés au sein d'Internet. On a aussi par utilisateur plusieurs équipements. Donc il y a aussi la démocratisation de l'utilisation de smartphones, de smart TV, etc. D'équipements objets, donc une lampe par exemple, une machine à laver, une porte, elles peuvent dans l'Internet des objets avoir des adresses IP. Donc ce grand nombre de machines qui sont connectées à un instant T au même moment a provoqué une certaine limite au niveau des adresses IP version 4. Donc elles ne suffisaient plus pour pouvoir adresser tout le monde. C'est pour ça qu'on a revu IP. On a augmenté la taille de l'adresse pour pouvoir avoir plus d'adresses qu'on peut attribuer à plusieurs équipements. Et ce qui est bien en IPv6, c'est que c'est plus simple. Donc c'est plus simple côté, par exemple, quand je vous ai expliqué l'encapsulation, je disais qu'au niveau de la couche réseau, on ajoute un en-tête IP. L'en-tête IPv4, il est assez complexe. Il y a énormément de champs. Contrairement à l'en-tête de IPv6 qui est plus simple. Donc ça permet aussi
au routeur qui reçoit le paquet IP de le traiter d'une manière rapide. Pourquoi? Parce que l'entête, elle est moins complexe, elle est plus longue. C'est certes parce que déjà l'adresse IP IPv6, elle est longue, elle est sur 128 bits. Mais il y a moins de champs, il y a moins de données à traiter au niveau du routeur. Donc ça, c'est une petite information en plus. Donc vous pouvez configurer votre PC soit IPv4, IPv6. Dans le TP, on va utiliser uniquement IPv4. Là, comme je vous ai dit, on configure la manière d'attribuer une adresse IP soit de manière statique ou bien dynamique. Gateway et DNS Server, on les verra aussi par la suite. Là, c'est l'onglet Desktop. Là, on peut faire énormément de configurations. On ne les verra pas tous, malheureusement, mais on verra les plus importantes. On a IP configuration. Dans IP configuration, on peut saisir l'adresse IP du terminal, le masque, la passerelle par défaut, on la verra aussi par la suite. Pour l'instant, on la laisse vide. Et le serveur DNS. On a la partie IPv4 et là la partie IPv6, donc c'est la même chose. On ferme cette fenêtre. On a aussi terminal. Il va nous servir à configurer un équipement en utilisant le câble console. On le verra après. Et commande prompt, c'est le config terminal du PC. On peut saisir des commandes. Par exemple, là, on est au niveau du disque C du PC. On peut saisir par exemple la commande ipconfig/all pour pouvoir voir la configuration réseau du PC. Pour l'instant, on n'a rien. On a uniquement ce qu'on appelle l'adresse physique, l'adresse MAC. Ça aussi, on la verra par la suite. Donc l'adresse MAC, comme j'ai dit la fois passée, c'est une adresse non pas logique mais physique. Elle est unicommande. C'est l'identifiant de la carte réseau de l'équipement. Et elle a aussi un certain format. Donc il y a la partie à droite, c'est la partie constructeur, et la partie à gauche, c'est la partie machine. Constructeur, chaque constructeur il a un certain identifiant. À chaque fois qu'il produit de nouveaux terminaux qui ont des cartes réseau, il leur fournit une adresse en utilisant la plage pour la partie machine. À chaque fois qu'il produit un équipement, il ajoute à cette plage. Voilà. Donc là aussi, on peut saisir énormément de commandes. On peut taper par exemple la commande help pour lister les commandes qui sont utilisées au niveau du terminal d'un PC. Hado ARP, donc CD, je pense que vous connaissez. Dir, exit, etc. ARP, on la verra aussi dans le TP concernant le protocole ARP. IPconfig, c'est celle que je vous ai montrée maintenant. NKdir, c'est pour créer un dossier, etc. Donc ça, c'est pas vraiment important. Et la commande qu'on va utiliser énormément, c'est la commande ping, pour envoyer un message à un autre équipement pour voir s'il est allumé ou pas. Et dans le cas où il n'est pas allumé, ça nous fournit aussi des informations concernant l'erreur qui s'est produite, qui a provoqué la perte du paquet qu'on a envoyé. Voilà. Telnet aussi, on la verra par la suite. Et Tracerté, on la verra aussi par la suite. Telnet, on la verra dans le TP consacré au protocole Telnet. Donc là, c'est juste pour vous dire qu'on peut saisir énormément de commandes au niveau du terminal de ce PC. Donc là, c'est pour accéder à une page web. Si on a par exemple au niveau du réseau un serveur web qui héberge un site web, on peut accéder via l'adresse IP du serveur ou bien le nom de domaine. Voilà, donc ça c'est les onglets les plus importants. Les autres, il faut quand même avancer un peu en TP pour pouvoir les comprendre. Programming aussi, on ne la verra pas, c'est pour ajouter un projet, ajouter du code, etc. Et ça aussi, on la verra pas. Voilà, donc je vais dans IP configuration et j'insère l'adresse IP pour le PC 0. Je vais lui donner 192.168.1.1. Là, je vais choisir un masque. Par défaut, il me donne ce masque, mais je peux le changer aussi. Je peux mettre 0 par exemple. Bon, on va laisser 255. Là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la partie, c'est la partie réseau. Donc, Hadi, les MTCON, identique pour tous les PC au sein du même réseau local. Les PC qui sont au niveau du réseau local, ils doivent avoir la partie identique. Le point 1 Hadaya, c'est la partie machine. Ça veut dire
ça sera l'identifiant du PC. 1, 2, 3, 4 jusqu'à 254. Voilà. On ferme. Là, j'ai adressé le premier PC. Le second, c'est la même chose. Je vais dans Desktop et j'insère une adresse IP. Mohem la partie réseau identique. 68.1. Là, je mets 2, je mets 3, c'est comme je veux. Je garde aussi le même masque. Si je mets un masque différent, ça veut dire quoi? Si je mets par exemple ça veut dire que pour ce PC là, c'est ça la partie réseau et c'est ça la partie machine. Les deux PC comme s'ils font pas partie du même réseau logique, donc ils pourront pas communiquer. Donc ils doivent faire partie du même réseau logique. Donc deux critères pour que deux PC puissent communiquer, c'est qu'ils doivent être reliés de manière physique, donc il doit y avoir un lien entre les deux PC. Donc, que ce soit au niveau du même LAN ou pas, ça on le verra par la suite. Pour l'instant, ils sont en même LAN, donc il doit y avoir une connexion. Ils doivent aussi appartenir au même réseau logique, c'est-à-dire avoir la même partie réseau au niveau de l'adresse IP. Je les ai identifiés maintenant, je vais voir s'il y a connectivité. Donc je vais dans le terminal et je tape la commande que je vous ai dit déjà, ping. Donc la commande c'est ping. Espace, adresse IP du récepteur. L'adresse IP du récepteur, c'est 192.168.1.2. Voilà. J'ai 4 replies. Donc je viens de recevoir un paquet de cette adresse IP là, donc du PC 1. J'ai là les statistiques. Il me dit que j'ai envoyé 4 paquets, j'ai reçu 4 et j'ai perdu 0. Donc il y a 0% de perte, donc 100% succès. Donc là, le ping il a marché. Ça veut dire que la machine que j'ai voulu joindre, elle est allumée. Donc voilà à quoi sert le ping. C'est juste un message pour dire est-ce qu'il y a connectivité ou pas. Ça teste en gros la connectivité. S'il n'y avait pas de connectivité, il ne mettra pas de les replies, mais il mettra des informations concernant pourquoi ça a échoué. Et le ping, ça se base sur le protocole qu'on a déjà vu aussi dans la première vidéo, c'est le protocole ICMP. Donc ping, c'est un des cas d'utilisation du protocole ICMP. Voilà. Là, je peux vous montrer que réellement ça ne marche pas si on est dans un réseau logique différent. Je vais mettre point 2 par exemple. Donc la partie réseau le PC1 et la partie réseau le PC0 c'est 192.168.1. Donc elles sont différentes. Donc les deux PC ils font pas partie du même réseau logique. Donc si je veux pinguer la machine, je vais mettre un point 2. Regardez, il va attendre un certain delta t. S'il reçoit rien, il va vous dire request timed out. Donc la requête que j'ai envoyée au bout d'un certain temps, je reçois rien. 4 fois. Parfois aussi, il faut se mettre d'accord que quand on fait un premier ping, surtout si le réseau il est grand, si par exemple les deux équipements ils sont reliés par différents équipements d'interconnexion, mais un câble comme dans ce cas-là, il y a uniquement un câble. Il peut y avoir par exemple plusieurs switches, plusieurs routeurs, etc. Donc des fois, les deux premiers paquets ils jouent comme un cas. Après les deux derniers paquets, ils sont de ce style, ils sont reçus. Vous aurez par exemple une perte de 50%. Néanmoins, c'est une réussite. Le fait d'avoir même 25%, c'est une réussite. Pourquoi? Parce que si vous retestez une seconde fois, ça va donner 100%. Mais quand on a 0, regardez, j'ai envoyé 4 paquets, donc sent égale à 4, received 0, j'ai rien reçu, j'ai perdu 4 paquets. Donc la perte, elle est de 100%. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que quand je commence à mettre en place un réseau local, je fais attention aux câbles que j'utilise. Si mes équipements sont de même niveau, j'utilise un câble croisé. S'ils sont de différents niveaux, j'utilise un câble droit. Deuxième règle, il doit y avoir une connexion physique entre les équipements du réseau et ils doivent appartenir au même réseau logique, c'est-à-dire avoir la même partie réseau au niveau de l'adresse IP. Donc jusque-là, est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions? Alors, j'ai une coupure
Alors, j'ai eu une coupure de connexion. Je sais pas vous vous êtes arrêté d'entendre. Est-ce que est-ce que vous pouvez me dire où est-ce qu'on s'est arrêté? Comment ça, 22? J'ai pas compris. Est-ce que vous m'entendez déjà? Ouais, on vous entend. Alors, où est-ce qu'on s'est arrêté? Wincoot, qu'est-ce que j'étais en train d'expliquer? Je me rappelle pas qu'est-ce que j'étais en train de dire à 22, parce que ça continue d'enregistrer en ce moment. Donc, je parlais de quoi? Oh là là, config all. Adresse physique. Alors, donc je pense qu'on était là. D'accord, c'était là. D'ailleurs. Donc j'ai dit ipconfig/all, ça permet de... On ne voit pas votre écran. Ah oui, pardon. Donc j'ai toujours des coupures la matinée. Je sais pas si ça serait bien de revoir un autre créneau pour le TP. C'est bon, normalement vous arrivez à voir. Alors, comme j'ai dit, au niveau du terminal, on peut saisir énormément de commandes pour au niveau du donc parmi ces commandes, c'est ipconfig/all. Ça permet de lister la configuration réseau du PC. Donc pour l'instant on n'a rien configuré, donc vous remarquez que c'est 0.0.0.0 pour tout ce qui est adresse IP, etc. On a uniquement l'adresse physique qui est mise en place. Donc l'adresse physique, en réalité c'est l'adresse MAC. C'est une adresse c'est plus un identifiant de la carte réseau. C'est quelque chose qu'on ne peut pas changer. C'est une adresse qui est unicommande et elle est aussi constituée de deux parties. Donc il y a la partie constructeur qui est à droite et la partie machine qui est à gauche. Donc la partie constructeur, elle est attribuée. Donc chaque identifiant au niveau de la partie constructeur, elle est identifiée à un constructeur d'équipement comme IBM, Microsoft, Apple, etc. Donc chacun, il aura un identifiant et la partie machine, ça sera la plage d'adresse qu'il pourra attribuer aux différents équipements qu'il va fournir. Donc voilà ce que c'est qu'une adresse MAC. On la verra aussi en détail par la suite. C'est-à-dire que celle-là, on ne peut pas la changer. Dès qu'on a en possession un PC, il a une interface réseau, une carte réseau, qu'elle soit filaire ou sans fil, elle aura un identifiant unique. Donc pour la changer, quitte à changer carrément la carte réseau de l'équipement. Il y a aussi, comme j'ai dit, d'autres commandes. Pour les autres commandes, on tape help. Ça va nous lister toutes les commandes qu'on peut taper au niveau du terminal. Vous avez ARP, on la verra par la suite. CD, c'est pour lister les répertoires. Donc ça, je pense que vous la connaissez. Delete, dir, exit, Hado, on ne les verra pas. ipconfig, on vient de la voir. Ce qu'on verra, ça sera ping, telnet et trace RT. Donc ping, c'est quoi? Ça permet de voir si une machine avec laquelle on veut communiquer, elle est allumée ou pas. Donc s'il y a connectivité ou pas, ça envoie un paquet pour tester la connectivité. Donc le format c'est ping, adresse IP du récepteur. Donc Vous pouvez répéter. Répétez quoi? Ping? Le ping? Oui. Alors le ping, c'est une commande qui permet de tester s'il y a connectivité avec un autre équipement avec lequel on veut communiquer. Si par exemple, je suis au niveau de ce réseau, j'ai envie de voir si cette machine elle est allumée ou pas, s'il y aura connectivité avec cette machine ou pas. J'envoie un ping, c'est comme un test pour voir si la machine elle est allumée ou pas et s'il n'y a pas de problème au sein du réseau. Par exemple, s'il y a défaillance au niveau du réseau, avec le paquet il ne va pas arriver. Et le ping va nous informer que le message n'est pas arrivé, donc il n'y a pas connectivité. Le ping, c'est des messages qu'on envoie au sein du réseau pour voir s'il y a connectivité ou pas. C'est des paquets, c'est pas des données qu'on envoie, mais c'est des paquets système, si on veut. Et le ping, il se base sur le protocole ICMP qu'on a vu la fois passée.
ICMP, c'est un protocole qui permet de détecter s'il y a erreur au niveau d'un réseau ou pas. Un des cas d'utilisation de ICMP, c'est le ping. Donc, envoyer un ping. Donc, la commande, c'est ping, adresse IP de la machine avec laquelle on veut communiquer. Et tout dépend de si cette machine elle est allumée ou pas, si elle est apte à communiquer ou pas. On aura une réponse ICMP. Donc, soit elle sera positive, soit elle sera négative. OK? Donc, c'est tout ce qu'il faut retenir pour l'instant. Le ping, il sert à tester la connectivité du réseau. Donc, si tous les pings marchent, ça veut dire que mon réseau, il est fonctionnel. Donc, si je commencerai à envoyer des données au sein de ce réseau, ça va marcher. Qu'est-ce que j'ai expliqué après? Donc, j'ai saisi l'adresse. Pour saisir l'adresse IP, on va dans IP configuration. On saisit là. Bon, je l'ai déjà saisi parce qu'il y avait une coupure de connexion. Je vais par exemple saisir 192.168.1.1. Et le masque, je vais choisir celui-là. La partie réseau, c'est celle-là. Pour cette adresse IP. Et la partie machine, c'est le 1. Pour que l'autre PC puisse communiquer avec ce PC-là, il doit avoir la même partie réseau. Donc, deux conditions pour qu'une communication au sein d'un réseau local puisse être établie. Donc, il doit déjà être connecté de manière physique. Donc, il doit y avoir un support de transmission physique entre les deux équipements. Le cas on a un câble croisé. Et la seconde condition, c'est qu'ils doivent appartenir au même réseau logique. Même réseau logique veut dire qu'ils doivent avoir la même adresse IP réseau. Donc la partie réseau de l'adresse IP, elle doit être identique pour les deux PC. La partie machine, ça sera l'identifiant de la machine. Par exemple, pour Hada c'est 1, l'autre ça peut être de 3 à 4 jusqu'à 254. Pourquoi? Parce que c'est mon masque qui détermine quelle est la taille de ma partie réseau. Si j'avais mis une partie réseau uniquement c'est les deux premiers octets, la partie machine, ça sera tout ça. Donc ça va aller de 0.1 jusqu'à 255.254. Donc vous comprenez que plus la partie réseau, elle est petite, plus la plage d'adresse concernant la partie machine, elle est plus grande. Donc je peux avoir un réseau logique plus grand. Donc le masque, généralement, il est déterminé selon le nombre de machines que je vais avoir au niveau de mon réseau. Plus si je sais que j'ai beaucoup d'équipements, je dois travailler sur un masque qui corresponde au nombre de machines que je souhaite avoir au sein de mon réseau. Donc je devrais réduire la partie réseau. Donc jusque là, est-ce que c'est clair? Madame, pour la partie réseau, il n'y a pas des conditions, genre, minimum. Minimum. Sur quelle base? المهم la partie réseau, c'est la partie qui est à gauche. تقدر تكون un octet, deux octets, 4 bits, 5, 6, 7, 8, 9, c'est comme on veut. Non. Voilà, donc je connais déterminer la partie réseau de la partie machine, c'est le masque. Donc les 1 hadouma symbolisent la partie réseau, les 0 symbolisent la partie machine. هو يقول لي شحال لا طاي تاع la partie réseau, شحال لا طاي تاع la partie machine, parce que la définition je قلت لكم la partie réseau c'est la partie qui est à gauche. برك. Mais j'ai pas dit quelle est la taille. La taille elle est variable selon ce qu'on veut. Non. Voilà. Donc oui. Est-ce qu'on peut changer dans la partie réseau? Par exemple, est-ce qu'on peut faire 180, 160? Bien sûr, oui. On peut faire ce qu'on veut. On peut faire ce qu'on veut. Parce que c'est l'exemple le plus courant. Et on peut faire n'importe quelle partie réseau qu'on souhaite. Je peux faire 1.1. C'est comme je veux. Et le mohim, il n'y a pas des zéros ici. Ça ne sera pas 0.0. Vous voyez? Minimum 1. Donc je reprends l'exemple de ça sera ça. Donc puisque j'ai donné une adresse IP à ce PC, le deuxième hadam, la communication, la partie réseau, la même, qui est déterminée par le masque. Donc les deux PC techniques, ils auront le même masque. Donc les PC au sein d'un même réseau logique, ont le même masque. Et la partie machine, elle va varier. Donc pour le PC1, ça va être, par exemple, là ça va .1. Donc là je mets 2, 3, 4 jusqu'à 254. C'est comme je veux.
C'est bon, maintenant, donc faites l'étape. J'ai adressé les deux PC. Donc les deux PC ont des identités. Maintenant, je vais tester la connectivité entre les deux PC. Le PC 0. Bon, je ferme cette fenêtre. Je vais dans commande prompt, qui va WinCount pour taper les commandes. Parmi les commandes qui permettent de détecter s'il y a connexion ou pas, c'est le ping. Donc je vais taper ping et l'adresse IP avec la machine avec laquelle je veux communiquer. 192.168.1.2. Voilà. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez 4 lignes. Fait home reply. Donc j'ai une réponse de la part du PC dans l'adresse IP est 192.168.1.2. Donc c'est le PC avec lequel je voulais communiquer. Donc j'ai un reply, j'ai une réponse. Et les statistiques, ils me disent que j'ai envoyé 4 paquets, j'ai reçu 4 paquets et j'ai aucun paquet perdu. Donc j'ai 0% de perte. Maintenant, ça veut dire que le ping a fonctionné. Maintenant, les deux machines, elles peuvent communiquer entre elles. Donc il y a le support physique qui est mis en place et il y a le réseau logique qui est aussi mis en place. Ils font partie du même réseau logique. Si je change la partie réseau du PC1 par exemple, je vais mettre .2. Je maintiens maintenant. هنا ما عندهمش la même partie réseau. هو عنده 192.168.1 et هذا عنده 192.168.2. Donc ils font partie de deux réseaux logiques différents. Donc malgré qu'ils soient reliés de manière physique, ils ne pourront pas communiquer. Si je relance le ping avec cette adresse-là, regardez, je n'ai pas de réponse. Il va attendre un certain delta t, il va me dire request time out. Donc j'ai pas, au bout de ce delta t, je n'ai rien reçu, donc je vais considérer comme si que je ne vais pas recevoir. Donc c'est comme ça que fonctionne ICMP. Dès qu'au bout d'un certain delta t, il ne reçoit pas la réponse, il va se dire que le paquet headache, il a été perdu. Regardez, j'ai 4 paquets qui ont été perdus, donc j'ai envoyé 4, je n'ai rien reçu, j'ai perdu 4 paquets, donc j'ai une perte égale à 100%. Ça veut dire que les deux PC ne peuvent pas communiquer entre eux. Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas partie du même réseau logique. Donc, les deux critères pour qu'une communication au sein d'un réseau local puisse fonctionner, c'est la liaison physique. Il doit y avoir un support de transmission qui relie les PC au sein du réseau, que ce soit câble ou bien support sans fil, etc. Ou les Mikono, ils font partie du même réseau logique. Donc jusque-là, est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions pour qu'on puisse passer à la seconde partie? Est-ce qu'il y a des questions? C'est bon? Alors maintenant, l'exemple on a mis uniquement 2 PC, si vous remarquez. Chaque PC, dans le cas pratique, a normalement une seule carte réseau. C'est illogique qu'un PC puisse avoir 2 cartes réseau, bien 3 cartes réseau, etc. On est d'accord. Faites le cas si j'ai 3 PC que je veux connecter entre eux. Si j'ai par exemple 4 PC. On est habba les 4 PC, ils puissent être reliés entre eux bien. Donc j'ai envie qu'il y ait un support physique qui relie ces 4 PC. Première solution à laquelle je vais penser, c'est créer un réseau qu'on appelle un réseau maillé. Un réseau maillé, ça sera des liens partout. Donc j'aurai des liens. PC0, il aura un lien avec 1, 2 et 3. 2, il aura avec 0, 1, 3. 1, il aura avec 0, 2, 3. Et 3, il aura avec 0, 2 et 1. Donc théoriquement, c'est possible. Et ça va créer quoi? Ça va créer un réseau qui est 100% optimal. Pourquoi? Parce qu'il y a une ligne directe entre les différents PC. Donc il n'y aura jamais congestion, il n'y aura jamais perte de paquets, etc. Donc j'aurai carrément un réseau qui est optimal. Mais d'un point de vue pratique, cela est irréalisable. Pourquoi? Parce que si j'ai par exemple 150 machines que je veux relier entre elles, j'aurai besoin au niveau de chaque PC de 49 interfaces. Donc cela n'est pas vraiment logique et absurde au niveau pratique. Donc qu'est-ce qu'on a créé? On a créé un équipement qu'on appelle équipement intermédiaire, qui est le switch. Donc il ressemble à ça. Donc le routeur, c'est un rang avec 2 flèches. Le switch, c'est un carré avec 2 flèches qui sont opposées. Donc là, on va utiliser n'importe quel switch ici. On va utiliser le premier. Alors le switch. Le switch, d'ailleurs,
Regardez, au niveau physique, عنده plusieurs ports. Regardez combien il en a. Il en a 16 fois 2, je pense. Voilà. Il a 32 ports. Il a 32 ports, donc il peut connecter 32 machines entre elles. Le switch, c'est juste un équipement qui va permettre de relier plusieurs terminaux entre eux. Donc, je vais relier mes 4 équipements entre eux. Donc, je vais déjà supprimer le lien qui est entre les deux PC. Regardez, même si j'ai, par exemple, je garde le lien. Si je veux mettre un second lien entre le PC et le switch, il va me dire le câble ne peut pas être connecté à ce port. Il n'a pas deux interfaces. Il a uniquement une interface. Donc, il ne peut pas être en même temps relié au PC 2 et en même temps au switch. Ou là, en même temps à un autre PC. Donc, je dois d'abord supprimer le lien qui existe entre les deux PC. Et je relie mes équipements. Donc, là, le type de câble, ça sera quoi? Ce sera un câble droit. Pourquoi? Parce que les PC avec le switch, ils ne sont pas de même niveau. Donc le switch, c'est un équipement de niveau 2, contrairement au PC qui est de niveau 7. Ils ne sont pas du même niveau selon le modèle aussi, donc j'utilise le câble droit. Par défaut, même si en examen ou je ne sais pas quel câble utiliser, j'utilise l'éclair. L'éclair, il va me mettre un câble qui est continu et non pas discontinu qui m'a mobile, donc c'est réellement le câble droit. Je vais mettre tous les câbles qu'il faut mettre. Là, qu'est-ce que j'ai? J'ai un réseau local qui est mobile, sauf que il y a plus de PC qu'avant. Le switch, il va permettre de relier autant d'équipements que je veux. Donc là, par exemple, même j'ai un switch de 32 ports. Maintenant, théoriquement, je vais avoir uniquement 32 machines qui seront reliées entre elles. Mais si j'ai par exemple plus de machines, si j'ai 64, 48, etc., je peux penser à un switch qui a plusieurs ports, donc ça existe. Sinon, je peux mettre 2 switches. Voilà. Je mets 2 switches. Je relie les 2 switches entre eux. Vous allez remarquer que le câble qui va être utilisé est un câble croisé, parce que le switch avec un autre switch, ils font partie de du même niveau. Donc ils sont tous les deux du niveau 2, donc on utilise un câble croisé. Et là, je vais mettre, par exemple, un PC. Et je vais relier ce PC au switch. Ça veut dire que j'ai augmenté le nombre d'équipements au sein du switch. Même si j'ai un switch de 32 ports, si j'ajoute un autre switch je relie les 2 switches entre eux, le PC, c'est comme si il est relié avec PC1. Donc on ne va pas sentir il y a par exemple 2 switches entre les 2 PC. Vous voyez? Donc on peut imaginer sa configuration, sa topologie comme on veut. On va à l'utilisation de plusieurs switches, etc. Il va dépendre, bon ça vous ne le verrez pas dans ce TP, mais il va dépendre des VLAN. On peut créer au niveau d'un réseau local. Là on est au niveau d'un LAN. C'est un réseau local واحد. On est au niveau d'un seul LAN. Les VLAN, bien LAN virtuel, ça va permettre de, par exemple, c'est un LAN wahdo, c'est un LAN wahdo, d'une manière logique. Vous voyez, les VLAN, on va utiliser des adresses réseau différentes. Il aura une partie réseau différente, ou il aura une partie réseau différente. Donc, le cas d'utilisation des VLAN, c'est par exemple, si on est au niveau d'une entreprise. Si on est au niveau d'une entreprise, c'est sûr qu'on a un seul LAN, qu'on a un seul réseau local. Donc on aura par exemple plusieurs switches qui sont reliés entre eux, etc. Si on a par exemple au niveau de notre entreprise plusieurs secteurs, on a par exemple le côté administratif, on a le côté financier, on a le côté administration réseau, etc. On pourra les séparer par ce qu'on appelle des VLAN. Les VLAN, ils vont permettre de séparer les réseaux d'un point de vue logique. On va sentir comme si qu'on a plusieurs réseaux locaux à gérer alors qu'on est physiquement dans un seul réseau local. Donc c'est juste pour avoir une idée. Mais la mise en place de différents switches, par exemple combien de PC par switch, combien de switches, etc. Il va dépendre du budget déjà et de ce qu'on veut réaliser. Donc si on sait que notre réseau il est appelé à avoir plus de machines dans le futur, si par exemple il n'est pas statique, on va opter pour plusieurs switches pour être tranquille, pour savoir qu'on aura
toujours des ports qui sont utilisables, etc. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on a fait? On a relié 5 PC entre eux. Donc, pour qu'il y ait communication entre ces 5 PC, il y ait une connexion physique. Là, il y a des câbles physiques partout. Donc, ils sont tous joignables entre eux partout. Il y a toujours un chemin entre un PC et un autre. Deuxième condition, ils doivent faire aussi partie du même réseau logique. Donc, ça sera, par exemple, dans notre cas, ça sera celui-là. Ils doivent tous faire partie de ce même réseau. On continue à adresser les PC qui restent. Hadan Atolo point 3. Même masque toujours. Hadan Medoulou point 4. Et celui-là, ça sera point 5, point 20, point 10, c'est comme on veut. Donc même les adresses, c'est aussi comme on veut. On ne peut pas juste attribuer une adresse qui a déjà été attribuée. Regardez, si je mets point 4, il me dit « This address is already used in the network ». Donc cette adresse est déjà utilisée au niveau du réseau, donc elle ne peut pas être attribuée à ce PC. Donc ce qu'il faut assurer au niveau du PC, du réseau, c'est que les adresses, elles font partie du même réseau logique et la partie machine doit être différente. Donc ils doivent avoir tous une partie machine distincte. Donc je remets le point 5. Voilà. Et maintenant, je peux lancer mes différents pings. Voilà. Je vais lancer vers le 1.2. Regardez. Attendez. Ah, on a oublié de changer Hada en 1.2. Il est resté 2.2. Si je relance, voilà, ça vient de marcher. Regardez, faites le cas. Can 2.2. Il y avait request time add deux fois. Dès que j'ai changé l'adresse IP, ça a basculé vers un reply. Donc, au tout début, j'ai eu 50% de perte. Si je refais un ping, j'aurai 0% de perte. Donc, je vous ai dit dans certains cas, je peux avoir des pertes, par exemple, de 50%, de même jusqu'à 75%. Donc, je peux avoir uniquement un paquet reçu et 3 paquets perdus. Donc, du fait qu'il y ait au moins un seul paquet qui revient, veut dire qu'il y a connectivité. Donc, c'est juste que ça a mis un peu plus de temps à arriver. Par exemple, si j'ai un grand réseau, si j'ai énormément de routeurs au niveau du réseau, il peut y avoir des pertes au tout début, mais après, ça marche. Donc, le fait qu'il y ait par exemple uniquement un paquet qui revient, si je relance le ping une seconde fois, ça va donner une perte égale à 0%. Je vais pinguer l'autre machine, ça marche aussi. Le point 4 et le point 5. Donc normalement ça va fonctionner au niveau de tous les PC. Si même le point 5 il veut pinguer tous les autres PC, ça va marcher. Là on est en mode real time, comme vous le voyez. Donc ça donne directement le résultat. Donc il faut juste cliquer sur cette flèche pour pouvoir voir le ping d'une manière plus pratique. Donc là, pour faire le ping, je dois aller au niveau du commande prompt, etc. et taper la commande. Il y a une autre manière de faire le ping assez rapidement au niveau de paquet tracer. J'utilise l'enveloppe. Voilà. Je clique sur l'enveloppe. Après, je clique sur l'émetteur et je clique sur le récepteur. C'est comme si j'ai fait un ping vers ce PC-là. Pour avoir l'adresse IP du PC, on laisse le curseur sur le PC, ça va nous afficher une petite fenêtre. Et là, on sait que cette machine, c'est le 1.3. C'est comme si que j'ai directement je suis allé ici, j'ai cliqué sur ping 192.168.1.3 et j'ai reçu les 4 paquets. Là, j'ai directement le résultat. Il me dit successful. Je peux faire un autre ping. Voilà. Il me dit aussi successful. Remarquez aussi la couleur qui change. Donc, chaque paquet CMP, chaque scénario, si on veut, qu'on appelle scénario, a une certaine couleur. On a aussi. Voilà. Là, il nous donne le statut de la requête, successful ou bien failed. Il donne la source et la destination. Le type ICMP, je vous ai dit que le ping
se base sur le protocole ICMP. Et là, la couleur, c'est pour différencier les différents scénarios. Les scénarios, on peut les voir dans le mode simulation. Voilà, dans le mode simulation, on va voir des enveloppes de différentes couleurs comme on les voit ici. Voilà. Là, je vais supprimer tout ce que j'ai fait pour pouvoir refaire un scénario en mode simulation. Je vais essayer de pinguer head le PC avec celui-là. Donc regardez, là j'ai mon paquet qui est au niveau de la source. Je peux cliquer dessus. Voilà, quand je clique dessus, qu'est-ce que j'ai? J'ai des informations sur ce paquet que je suis en train d'envoyer. Je suis en train d'envoyer un paquet CMP, veut dire que je suis en train d'envoyer un paquet de la couche 3 selon le modèle OSI. On est dans Layer 3, donc couche 3, et on a adresse IP source et adresse IP destination, et le type de message c'est un paquet ICMP. Donc je suis en train d'envoyer un ping. Et aussi il y a le type 8, donc au niveau des CMP, il y a des types et des codes. Donc chaque type c'est un certain type de message ICMP qu'on veut envoyer. Le ping, ça aura pour type numéro 8. Donc quand je mets 8, maintenant j'ai envie d'envoyer un ping. Il y a d'autres cas d'utilisation au niveau du CMP. Dans la couche 2, qui est la couche Ethernet, où on spécifie les adresses MAC sur ces destinations, regardez. Hadi, c'est l'adresse MAC ta head le PC. Wadi, c'est l'adresse MAC ta head le PC. Et là, Layer 1, c'est vers quelle interface de sortie je vais envoyer le paquet. Je vais l'envoyer vers l'interface Fast Ethernet, qui est celle-là. Regardez. Donc, le mode simulation, il va me permettre de voir tout l'acheminement du paquet à la destination. Il ne me donne pas juste le résultat. Regardez, ça marque pour l'instant in progress. C'est en progression. Donc, à chaque fois que je clique sur ce bouton-là, j'aurai une étape au niveau de la communication. Le paquet, il va aller vers le switch. Technique, je peux voir son contenu à chaque étape. Voilà. Quand j'envoie un paquet au switch, pas la peine de spécifier les adresses IP parce qu'il ne les comprend pas, et aussi parce que c'est un équipement de niveau 2, donc il comprend uniquement tout ce qui est tram Ethernet. Bada, le paquet, pour qu'il puisse arriver au PC 0, il va aller au niveau du switch 0, il va aller au niveau du PC 0. PC 0 a reçu le paquet ICMP du PC numéro 5. Maintenant, il va envoyer le paquet ICMP réponse. Donc, il va envoyer le reply. Donc, regardez, jusqu'à maintenant, c'est toujours in progress. Ça va devenir successful jusqu'à ce que la réponse revienne vers le paquet, vers l'émetteur. Ça va revenir vers le switch et ça va aller vers le PC. Dès que ça va vers le PC, ça marque successful. Donc, quand c'est successful, il n'y a pas de problème. On peut ne pas utiliser ce mode. Mais quand il y a erreur et quand le réseau il est grand, pour pouvoir débugger, on utilise ce mode simulation et va voir où ça s'arrête. Donc à chaque fois qu'un paquet est en transit au niveau d'une étape, ça va marquer aussi soit cette flèche verte, soit une croix rouge. Si c'est une croix rouge, ça veut dire qu'il y a un problème. La croix rouge, on peut voir s'il y a un problème. Si par exemple il s'arrête au niveau d'un routeur, on va se dire par exemple que le routage il est mal configuré ou les interfaces du routeur sont mal configurées, etc. Donc on peut spécifier quelle est l'erreur qui survient au niveau du réseau sans revoir tous les équipements et toutes leurs configurations. Vous voyez? Voilà. Est-ce que vous avez compris jusque-là? Est-ce que c'est clair? Donc, l'objectif de ce TP, c'est de créer un réseau local, c'est d'identifier chaque équipement au niveau du réseau. C'est aussi apprendre à spécifier les câbles à utiliser. Quand c'est de même niveau, c'est un câble croisé, c'est la ligne discontinue. Quand c'est des équipements de différents niveaux, on met un câble droit. Aussi
créer un réseau physique correct, c'est-à-dire qu'il doit y avoir un lien physique entre tous les équipements. Donc il doit y avoir toujours un chemin d'un équipement émetteur vers un équipement récepteur. Il peut y avoir 2 chemins, 3 chemins, il n'y a pas de problème. On le verra par la suite, le réseau lui-même va choisir le meilleur chemin. Il y a au moins un chemin qui mène d'un émetteur vers un récepteur. Et aussi, tous les équipements du réseau, ils doivent appartenir au même réseau logique, c'est-à-dire qu'ils doivent avoir la partie réseau identique, ils doivent avoir le masque identique. Et la partie machine, qui est la plage d'adresse, elle va varier. Pour chaque équipement, il aura une partie machine distincte. Donc c'est tout ce qu'on est censé voir au niveau de ce TP. Prochaine fois, je pense, on va voir comment le switch, il arrive à déterminer le chemin vers le récepteur final. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Alors, avant de terminer, je dois vous montrer uniquement un document que votre chargé de cours m'a demandé de vous présenter. Donc, on va présenter les supports physiques qui existent et qui sont utilisés en réseau. Donc, un support physique, ça permet de faire circuler les informations entre les équipements de transmission. Un support physique, c'est juste un moyen qui permet de connecter 2 équipements entre eux d'une manière physique, c'est-à-dire qu'il doit y avoir au moins une liaison. Et la liaison, elle a pour elle doit être donc parmi les critères, elle doit être à faible coût. On doit utiliser des connecteurs simples et résistants. Résistants, maintenant, ils s'abîment pas dans le temps. Faible encombrement, facile à poser, à installer aussi. Possibilité d'utiliser ces câbles sur de longues distances. Donc vous savez que par exemple au niveau d'un câble, plus la distance est grande, plus le signal il s'affaiblit. Donc il faut penser à un certain câblage pour notre réseau. Donc tout dépend de notre réseau s'il est situé sur une grande distance ou pas. Et aussi garantir une bonne bande passante et un bon débit. Il faut aussi penser à plusieurs critères. Donc combien de matériel doit-on raccorder? Quelle longueur de câble faut-il? Quelle vitesse de transmission désire-t-on atteindre? Et de quel environnement va se trouver le câble? Donc, par exemple, si c'est un câble qui va se trouver, par exemple, au niveau sous-marin, par exemple, il faudra penser à un câble qui est plus résistant qu'un câble qui est dans un environnement terrestre. Il faut aussi penser au type de câble selon la longueur, la distance. Donc, il y a des câbles où le signal ne s'affaiblit pas sur une longue distance comparant à d'autres. Alors, les supports physiques, ils sont classés généralement en 3 catégories. Il y a les supports filaires, il y a les supports optiques, il y a les supports aériens. Donc, support filaire, c'est tout ce qui est câble. Généralement, fait avec le câble, c'est un brin métallique qui permet la transmission des données. On a 2 types de supports filaires. On a les paires de fils torsadés, on a le câble coaxial. Le câble coaxial, il y a le fin et il y a le gros. Les supports optiques, ils permettent d'acheminer des informations sous forme lumineuse, donc c'est la fibre optique. Donc la fibre optique, au lieu qu'il y ait un brin métallique au milieu, il y a une fibre en verre. Elle dit que la fibre, elle est généralement, on dit, elle permet une bande passante plus élevée, et c'est un câble qui est plus optimal. Néanmoins, il est plus coûteux et plus difficile à mettre en place. Les supports aériens, c'est via des ondes électromagnétiques, donc c'est tout ce qui est sans fil. Ça peut être utilisé dans le cas de la télévision, par exemple, de la radio. Donc via la télévision et la radio, on utilise tout ce qui est satellite. Et ça peut être aussi du sans fil, comme le Wi-Fi, le WiMAX. Ça peut être aussi une petite liaison sans fil au niveau d'un réseau personnel, comme le Bluetooth. Donc le sans fil, il a des avantages, c'est que on n'utilise aucun câblage, donc l'installation du réseau elle est assez simple. Les inconvénients, c'est que le signal s'affaiblit plus facilement que dans le cas d'un réseau filaire, et aussi à des problèmes de sécurité. Donc au niveau d'un réseau sans fil, on a une liaison dans l'air,
Donc la donnée qui est transmise, elle est transmise sous forme de vaisseaux hertziens. Et les vaisseaux hertziens, on peut les capter, on peut les lire, etc. Contrairement à ce qui est filaire, oui, on ne peut pas capter les données qui sont transmises. Donc il y a le filaire, il offre une meilleure sécurité que le sans fil. On va voir un peu en détail le câble coaxial qui est un support filaire. Donc c'est parmi les premiers câbles qui ont été utilisés pour connecter les réseaux. Donc voilà à peu près de quoi il est constitué. Donc il y a première partie, c'est la gaine qui permet de protéger le câble de l'environnement extérieur. Généralement elle est en caoutchouc, donc c'est la partie noire qui est à l'extérieur. Ça permet de protéger le câble de l'environnement extérieur. Le blindage, c'est une enveloppe métallique, donc elle vient juste après la gaine. Elle permet de protéger les données transmises des parasites, donc du bruit. Donc parfois au niveau d'une transmission, il y a des bruits qui apparaissent. Et le blindage, il va permettre de protéger les données de ce bruit, car s'il y a du bruit, ça va permettre de créer une distorsion au niveau des données. Donc on aura une transmission qui ne sera pas fiable et optimale. On a après l'isolant, c'est constitué d'un matériau diélectrique, donc qui ne véhicule pas les signaux de données. Et ça permet d'éviter le contact entre la fibre hélique métallique et le blindage. L'âme, l'idéa tout au milieu, c'est elle qui accomplit la tâche de transport des données. Elle est généralement composée d'un seul brin en cuivre ou de plusieurs brins torsadés. Alors, dans l'image, par exemple, on peut voir à quoi ressemble un câble coaxial. Donc, si on l'ouvre, il y a la gaine, c'est ce qu'on voit à l'extérieur. Voici le blindage qui permet de protéger du bruit. L'isolant, c'est un diélectrique. Et il y a le composant par lequel transitent les données qu'on est en train d'envoyer. Les connecteurs pour les câbles coaxiaux, ils ressemblent à ça. Et pour connecter plusieurs équipements au sein d'un réseau en utilisant un câble coaxial, on utilise ce qu'on appelle ces connecteurs en forme de T. Donc, on a par exemple un grand câble coaxial et on a plusieurs T qui sont insérés au niveau de ce câble. Donc, les T, ils vont permettre d'insérer des PC au sein de ce réseau. Donc, ça, c'était vraiment les réseaux de première génération. Le réseau, par exemple, on l'appelle le réseau en bus, c'est-à-dire un seul câble, et il y a plusieurs équipements qui sont connectés au niveau de ce câble. Donc ça c'était le tout premier réseau qui a été utilisé pour faire communiquer plusieurs machines entre elles. Néanmoins, il présentait énormément d'inconvénients. C'est ce qu'on appelle les collisions. Collision veut dire que deux équipements qui sont en train d'envoyer à d'autres équipements, donc les deux équipements, s'ils sont en train d'envoyer à un instant T des données, il va y avoir une collision. Pourquoi? Parce que les deux données qui vont envoyer, elles vont se rencontrer. Donc, wahda, elle va venir de droite et l'autre va venir de gauche. Quand elles se rencontrent, donc il y aura deux signaux qui vont se rencontrer. Donc, ils vont former l'addition de ces deux signaux. Ça va donner un signal A plus B, ça donne un signal C. Et avec le signal, il n'a aucun sens. Donc, ça va créer une collision. Maintenant, on va perdre les données qui ont été envoyées par le premier PC et le second PC. Donc, ce qu'ils ont essayé d'implémenter, c'est un protocole, c'est CSMA-CD. C'est écouter d'abord le câble avant d'envoyer. C'est-à-dire que créer un certain ordre d'envoi. Donc, il doit y avoir uniquement un seul PC qui envoie au niveau du réseau pour qu'il ne crée pas de collision. Néanmoins, cette topologie, elle a été abandonnée. Pour les câbles coaxiaux, il y a deux types. Il y a le câble qui est fin et le câble qui est gros. Le fin, le diamètre TAO, il est de 6 mm. Il peut aller jusqu'à une distance de 185 mètres. Donc au-delà de 185 mètres, le signal il devient faible. Pourquoi? Parce que le signal, il a une forme, si c'est analogique, il a une forme sinusoïdale. Sinusoïdal veut dire qu'il a une amplitude, une fréquence et une amplitude et une fréquence. Donc, plus le signal il parcourt le câble, plus l'amplitude TAO elle diminue.
Donc il sera là un affaiblissement. Au bout de 185 mètres, il atteint son affaiblissement maximal, donc il atteint une amplitude égale à 0. Donc on n'a plus la donnée à transmettre. C'est pour ça qu'au niveau, à chaque fois qu'on atteint 185 mètres, une des solutions, c'est d'installer ce qu'on appelle un répéteur. Avec le répéteur, il va pouvoir amplifier le signal. On l'appelle aussi amplificateur. Il va remettre l'amplitude à l'état d'origine pour qu'elle puisse parcourir une distance supérieure à 185 mètres. Quant au câble fin, au câble gros, pardon, il est nommé 10/5. Il a un diamètre de 12 mm. Il a une meilleure les deux ont une bande passante de 10 mégabits par seconde. Et voilà. Voilà. Dans le cas des câbles coaxiaux, c'est le câble à paire torsadée. Le câble à paire torsadée, mais fait un seul brin métallique comme dans le cas du câble coaxial, mais fait plusieurs. Ou les câbles, les brins métalliques qu'il y a dedans, elles sont, comme on dit, entrelacées. C'est pour ça qu'on l'appelle paire. Donc il y a deux torsadées, maintenant elles sont entrelacées entre elles. Donc l'entrelacement, il va créer une meilleure communication. Et on peut avoir plusieurs torsades, plusieurs brins au niveau du câble. Voilà à quoi ressemblent les connecteurs des câbles à paire torsadée, ce qu'on appelle les câbles RJ45. Donc c'est les connecteurs qu'on a à la maison au niveau par exemple du modem. Donc les câbles en paire torsadée sont les câbles les plus utilisés dans le cas des réseaux filaires. Voilà, donc là, comme je dis, il peut y avoir plusieurs où chacun a une couleur. La couleur, elle est très importante. Par exemple, si on a, premier TP, si on était en présentiel, on aurait fabriqué un câble RJ45 à partir d'un câble paire torsadée. Par exemple, le connecteur RJ45, on prend le connecteur, fait 8 broches. 8 broches, maintenant 8 canaux pour pouvoir insérer les petits brins. Où l'ordre d'insertion des brins va dépendre des couleurs. Donc on a le marron, le blanc et marron en même temps, le jaune, le bleu, etc. Donc si on suit un certain ordre, on aura deux types de câbles. On aura soit le câble droit, soit le câble croisé. Si on met le même ordre pour les deux extrémités du câble, on aura un câble droit. Si on met deux ordres différents, au niveau des deux connecteurs RJ45, on aura un câble croisé. Donc l'objectif déjà du premier TP, c'était de fabriquer ce type de câble et de le tester sur les machines des salles de TP. Donc s'il y aura une reprise en présentiel, on fera cela. Donc si vous lisez le support du premier TP, vous allez avoir toutes les étapes qui permettent de fabriquer ces câbles. Vous aurez même l'ordre des couleurs, etc. Voilà, donc regardez, on dit que les câbles à paire torsadée se branche à l'aide d'un connecteur RJ45, comme je vous l'ai dit. Il y a aussi le câble qu'on appelle RJ11. Le câble RJ11, ça ressemble au câble RJ45, sauf qu'il est petit. Aussi, vous le trouvez dans le cas, c'est l'interface, par exemple, au niveau du téléphone. C'est le lien qui est entre le téléphone et le splitter. Donc, quand vous avez une connexion Wi-Fi à la maison, vous avez la ligne téléphonique. Après, vous avez avec la petite boîte RJ45. Après, on a des données pour le téléphone, pour avoir le téléphone fixe, et des données vers le modem. On utilise le splitter pour pouvoir avoir les deux en même temps. Donc, la petite connexion entre le splitter et le téléphone, ça c'est un connecteur RJ11. Donc, le RJ11, il est plus petit. Il n'a pas 8 broches, mais il a 4 broches. La fibre optique, ça utilise une lame de verre ultra pure. Donc, au lieu du brin métallique, ça utilise une lame de verre. La communication se fait via les vibrations lumineuses pour pouvoir transmettre les informations. Elle est plus rapide, elle est plus optimale, mais elle est difficile à mettre en place et elle est très coûteuse. Donc ça, c'est aussi des détails. Donc je vais vous envoyer aussi ce fichier si vous voulez le lire. Donc voilà à peu près à quoi ressemblent, voilà à quoi ressemblent les connecteurs dans le cas de la fibre optique. Donc ils sont ronds. Voilà ce qu'on peut. Donc ça a aussi un très grand débit, ça peut dépasser jusqu'à les 50 000 gigabits par seconde.
donc 50 terabits par seconde. C'est aussi un câble très sûr. Parmi les inconvénients, c'est une connexion délicate, donc une mise en place qui est assez difficile et sensible aux températures. Pourquoi ça? Parce que c'est en relation avec des vibrations lumineuses. Donc la température peut affecter la transmission des données. Maintenant, on a parlé des supports filaires. Les supports sans fil, les vaisseaux, on a dit qu'on peut faire via des vaisseaux hertziens, comme dans le cas de la transmission radio, de la TV aussi. Rayons infrarouges ou rayons laser, donc ça peut être Bluetooth, Zigbee, par exemple même la connexion entre une télécommande et une TV, donc elle se fait via infrarouge. Donc les rayons infrarouges, ils vont sur de très petites distances, c'est pour ça qu'on les utilise au niveau de réseaux personnels. Donc les réseaux personnels sont des réseaux plus petits que les réseaux LAN. Et sinon via les satellites de télécommunication, dans le cas de la TV. Voilà. Donc le support de transmission, il est utilisé suivant le cas d'utilisation et suivant le réseau qu'on veut mettre en place. Donc si on a un réseau qui s'étend sur une grande distance, si on a un réseau où la transmission doit être fiable, si on a un réseau où la qualité de service elle est très importante, etc. Voilà. Donc donc chaque support il a ses avantages comme il a aussi ses inconvénients. Donc il faut opter pour le support de transmission suivant le cas d'utilisation et le réseau qu'on veut mettre en place. Donc voilà pour cette petite parenthèse. Maintenant, est-ce que vous avez des questions concernant ce qu'on a fait? Donc si vous n'avez pas, je pense qu'on a terminé. Est-ce que vous avez des questions? Alors, je vais vous envoyer l'enregistrement aussi de ce TP. Et je vais aussi vous envoyer le fichier que je viens de vous présenter. Et voilà. Donc, il nous reste, je pense, il nous reste 5 TP à faire. Donc, il nous reste encore 5 séances. Ça serait bien de terminer avant la vague présentielle. Donc, on va essayer de terminer tous les TP en ligne pour pouvoir les refaire sur matériel. Donc les refaire sur matériel, ça sera un peu différent. Pourquoi? Parce que c'est pas la même logique au niveau de paquet tracer. Donc on verra, vous allez avoir une manipulation sur paquet tracer en ligne et une manipulation sur matériel lors de la reprise. Voilà. Donc si vous n'avez pas de questions, c'est terminé. De rien, merci à vous. Donc même si vous avez des questions en révisant là, vous pouvez m'envoyer des mails, vous pouvez me joindre. Donc je répondrai à toutes vos questions aussi. Voilà. Allez, bon courage et bonne fin de journée.